Alors, on revient rapidement. Le président Trump avait menacé la République islamique d'Iran en lui donnant un délai de 48 heures pour ouvrir le détroit d'Ormuz, qui est une propriété de l'État islamique d'Iran. Mais, avant de parler de l'ouverture du détroit, chacun devrait légitimement se poser une question fondamentale. Pourquoi l'Iran fermerait le détroit d'Ormuz? Pourquoi? Sachant bien que 20% de la consommation en hydrocarbures passe par là. Ce n'est pas tout. Et pour ceux qui connaissent bien Dubaï, savent très bien que le port de Dubaï est l'un des premiers ports au monde en termes de conteneurs, de tout. Alors que pour aller à Dubaï, là, ça passe devant l'Iran. Quand c'est chargé, là, pour venir en Afrique, dans le reste du monde, là, ça passe encore devant l'Iran. Donc, l'Iran vous dit, si vous m'attaquez, je vais attaquer toutes vos installations militaires, énergétiques, économiques dans le Golfe. Et je vais fermer le détroit qui est ma propriété. Normalement, moi, je suis étonné. Sinon, quand vous prenez l'Ukraine, d'accord? L'Ukraine, les gazoducs et les oléoducs qui quittent la Russie pour venir en Europe en passant par l'Ukraine, l'Ukraine perçoit des taxes sur chaque mètre cube ou chaque centimètre cube de gaz ou de pétrole russe. Mais ce n'est pas la Russie qui paye, c'est ceux qui payent ça avec l'Ukraine. Mais curieusement, tout le monde passe devant l'Iran et l'Iran ne perçoit rien, alors que cette eau-là appartient à l'Iran. Personne ne paye. C'était gratuit. Un conseil de vie, ce que l'Iran, cette guerre d'Iran, chaque jour, si vous faites beaucoup attention, chaque fois qu'on parle de l'Iran, vous voyez que j'ai toujours une leçon de vie qui sort dedans. Quelqu'un qui vous donne tout, que ce soit votre femme, votre mari, votre fiancé, ne pensez pas que la personne est bête parce qu'elle vous donne tout. C'est par amour qu'elle vous donne tout. Donc ne jugez pas de sa bonté comme une faiblesse de sa part. L'Iran qui laissait passer, on a cru que la bonté de l'Iran était une faiblesse. L'Iran qui subissait, on a cru que le fait que l'Iran subisse telle ou telle chose, que l'Iran était faible. On a mal jugé l'Iran. On a mal interprété l'Iran. Parce que l'Iran est un État islamique. Et le guide a dit tout ce que nous faisons en Iran, nous devons le faire en conformité avec la charia, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Préserver de l'argent sur les passages maritimes, est-ce que c'est acceptable par l'islam? Il dit non, nous n'allons pas prendre l'argent. Chacun va passer librement. Avoir l'arme nucléaire, Dieu interdit ça, nous ne ferons pas. Et ils n'ont pas cru. Alors, deuxième leçon de vie. Vous pouvez ouvrir votre ventre, votre poitrine, votre cœur, et puis montrer à celle ou celui qui vous aime, voilà, est-ce qu'il y a trace de doute que je ne t'aime pas? Il va dire, il y a trace, ton cœur, il faut enlever pour déposer, puis j'ai bien regardé. Tu ouvres ton ventre, non? Il va dire, il faut enlever ton cœur, puis il va regarder. Chez nous, on dit, quand tu coupes ton petit doigt et puis tu donnes à ta femme, excusez-moi les femmes, je ne vais pas vous manquer, mais c'est un dicton du là. Quand tu coupes ton petit doigt pour donner à ta femme, elle va dire c'est petit, il faut couper ta tête pour me donner. Pour montrer à quel point la femme elle est gourmande. Alors, l'Iran a tout supporté, l'Iran a tout accepté, pression tout autour. On pensait que l'Iran était faible, on pensait que l'Iran était à leur merci. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui était faux, parce que le vieux qui était là, le guide, Ali Khamenei, 86 ans, il connaissait le Coran dans sa profondeur. Il connaissait la Bible de A à Z. Il connaissait la Torah.
Parce que pour être un bon prédicateur, pour parler véritablement de Dieu, si vous ne connaissez pas les 3 livres et vous prétendez parler de Dieu, faites beaucoup attention. Parce que vous risquez de parler et d'offenser Dieu. C'est pourquoi souvent je dis à ce petit Gédéon en Côte d'Ivoire, c'est vrai que je l'apprécie, souvent il parle trop, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Parce qu'il ne s'est pas assis avec Dieu pour parler. Il n'a aucune idée de ce qu'il dit des musulmans. Mais je trouve souvent que sa bêtise le fait dérailler. C'est pourquoi je lui dis, il n'a qu'à parler doucement, sinon son cou là, il ne sait pas si désormais il pourra porter travail sur son cou qui grossit. Alors, connaissez la Torah. Ça vous permettra de comprendre le point de départ avec Dieu. Connaissez la Bible. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que le Christ est venu pour faire. Et comprenez le Coran. Peu importe, faites votre choix. Ça, c'est votre choix. Moi, je m'en fous. Mais si vous prétendez vouloir parler de Dieu véritablement devant le monde un jour, ça, c'est les 3 livres que vous devrez comprendre et connaître. Sinon, vous serez à côté. Véritablement à côté. Alors, donc, quand vous regardez le guide qui va s'asseoir avec les chrétiens, il leur parle du Christ en Iran. Mais ça, ce sont des images que la presse occidentale... J'ai dit quoi quand je travaille ici là? C'est quoi? Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Alors, donne-moi une seconde. Alors, quand le guide va s'asseoir avec des chrétiens en Iran et puis leur parle de la Bible, est-ce que les chrétiens iraniens vont dire ce monsieur-là, il est pour nous ou ce monsieur-là, il est contre les chrétiens? Au contraire, les chrétiens se disent, mais attention, ce qu'on attend dehors, est-ce que c'est vrai? Donc vous voyez que les chrétiens de l'Iran ont une meilleure perception de l'islam à cause de l'image que le guide a fait passer dans les familles chrétiennes. Et la coexistence était, si vous voulez, dans le monde, je peux dire, l'une des meilleures coexistences entre les 2 religions, c'est en Iran. En Iran, moi, je n'avais jamais imaginé qu'il y avait des chrétiens en Iran. Jamais je n'avais imaginé. C'est le jour où j'ai vu le guide dans des familles chrétiennes, je dis, mais attendez, ça c'est des images qu'on n'a jamais vues. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'il a toujours fait depuis qu'il a été porté comme guide. Il a travaillé à unifier le peuple iranien autour d'un véritable idéal qui est la République. Chacun garde sa foi et pratique sa foi de la meilleure manière. Mais il y a un seul pays, c'est l'Iran. Mais malgré tout, on dit la République islamique de l'Iran, où la charia est appliquée. Mais pourtant, les chrétiens en Iran ne sont pas inquiétés. Posez-vous la question, comment? Si la charia était applicable, comme on voit les idiots qui se disent terroristes, charia là, mais déjà on avait décapité tous les chrétiens en Iran, mais pourtant il y a plein de chrétiens, il y a des millions de chrétiens en Iran qui n'ont jamais été décapités. C'est pourquoi l'Iran ne tombera pas. Parce que l'Iran est le symbole de la coexistence pacifique entre confessions religieuses. Parce que les responsables iraniens n'ont jamais privilégié un musulman par rapport à un chrétien. Ils sont tous traités sur le même pied d'égalité. La charia ne s'applique qu'aux musulmans. La charia ne s'applique pas aux chrétiens. Mais vous devez être un bon guide pour amener les autres à comprendre que ceux-là, c'est pas parce que c'est des chrétiens qui sont vos ennemis. Mais le guide a réussi ça. Et moi, je pense que c'est parce qu'il a réussi ce travail extraordinaire que l'Iran tient aujourd'hui. Et les gens du dehors ont voulu spéculer
sur la divergence, comme ils sont tellement forts dedans. Mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire ici au Mali, en tuant des Peuls et dire que c'est l'armée malienne qui a tué des Peuls. Moi, j'ai mené ce combat. Ma mère est Peul. Quand vous me regardez là, c'est le sang Peul qui est là. Ma mère est Peul. Ma mère, elle est Peul. Mais les Peuls se sont laissés manipuler un moment. Mais après, il y en a qui ont compris. Pour ne pas dire tous ont compris. Mon ami, vous savez, c'est ce qui m'énerve. Tu me demandes pardon. De toute façon, je suis allé chercher. Tu es garçon, tu écris, non? Pourquoi tu ne vas pas écrire ça? Pourquoi tu ne rentres pas dans YouTube? Si c'est pas. Vous voyez, c'est à cause de ça, l'Afrique ne va jamais sortir du sous-développement. Le petit blanc, il m'écoute. Il dit d'accord, ok, il a dit ça, d'accord. Il finit avec le petit blanc sur le réseau, puis il va chercher. Mais le noir, il veut que tu maries femme pour lui donner. Après, il va te dire, prends la femme, mets dans le lit pour moi. Après, il va te dire, il faut enlever les habits de la femme. Et puis, il va te dire, prends-moi, puis mets-moi sur la femme. Ça, c'est le noir. Je ne fais pas bien. Si tu es garçon, il faut aller chercher. Si tu ne veux pas aller chercher, je m'en fous. Et ça, c'est qu'elle a fait. On marie femme pour te donner, et puis tu dis, il faut me mettre sur la femme. Toi, tu es quel genre de personne? Tes mains sont coupées, tu es lépreux. Il ne faut pas aller chercher, il faut laisser. Alors donc, le Shah d'Iran a réussi à créer cette symbiose entre les confessions religieuses en Iran. Donc, ce qui fait que quand Benjamin Netanyahu et Trump ont essayé de pousser les Iraniens à se révolter, personne, au contraire, on a vu tous les Iraniens dans la rue, chrétiens, musulmans, célébrer dans la douleur la perte du guide. C'est une image qu'ils n'ont pas oubliée. Et cette image les a traumatisés. Ils croyaient que les premières heures des bombardements, l'Iran devrait capituler. Ce n'a pas été le cas. Voilà pourquoi nous interpellons la Côte d'Ivoire. Et je dis, l'Iran est le seul pays au monde où les institutions sont de véritables institutions. Ouattara meurt aujourd'hui. On ne sait pas qui peut prendre la place de Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu en espace de combien de jours, des guides iraniens, non pas les moindres, ont été liquidés. Mais il y a des remplaçants et l'Iran avance. Je voudrais que l'Afrique regarde un peu l'Iran. Pas que nous devons faire la guerre comme l'Iran, mais regardez comment la stabilité institutionnelle en Iran est en train de permettre à l'Iran de gagner la guerre. Parce que quand vous coupez la tête du serpent, vous avez décapité le gouvernement. Si le gouvernement iranien avait été décapité, il n'y aurait pas d'Iran aujourd'hui. L'Iran serait à la merci des Américains, comme on l'a vu en Libye, en Irak, en Syrie. Mais ce n'est pas ce à quoi on assiste en Iran. Il y a la continuité qui est là. Les postes sont occupés. Il n'y a pas de vacances. Je voudrais que les Ivoiriens se rappellent de cela. Et je demande aux pays africains qui perdent leur temps à fantasmer sur les personnes. Ouattara était mortel. Quand il rentre dans le petit coin, dans la douche, là, lui-même, il sait. S'il se lève le matin, il n'est pas sa bouche sang. Ouattara, c'est ça. Alors, comment un homme qui va mourir, vous liez la vie d'une nation à un être humain? L'Iran a compris et l'Iran a travaillé. Si nous voulons gagner un jour, si nous voulons vivre un jour, si l'Iran doit demeurer un jour, travaillons sur les institutions et non sur les personnes. Créons la valeur entre les personnes. C'est-à-dire que tu dois avoir la valeur pour occuper tel ou tel poste. Mais croire que tu es irremplaçable, c'est faux. L'Iran fait la promotion de l'éducation, la formation, surtout la loyauté au pays, la loyauté à l'Iran et non à un individu. Et que la chaîne de succession au niveau des institutions, tout est déjà fait. Alors, maintenant, ça, il était bon que je le précise avant qu'on continue. Maintenant, Trump
J'ai toujours dit que Donald Trump est un menteur. Et Dieu merci, attends, il y a un bâtard qui est là, faut dire salement, bâtard, Nyamogode, Mustapha, quoi, la même, Nyamogode, bâtard, enfant de capote, personne. Donne-moi, je vais enlever ce bâtard-là de mon direct. Nyamogode, on va dire ça à ta maman. Voilà. Alors, donc, on continue. L'Iran, Trump a trop parlé sur l'Iran. Trump a trop parlé. Il dit une chose aujourd'hui, demain matin, il vient dire le contraire. Et finalement, le monde a commencé à traiter Donald Trump de menteur, de psychopathe. Voilà, même, il y a des gens même qui l'appellent de dérangé. On dit même qu'il est dérangé. Donc, Donald Trump, il n'est plus lui-même. Donald Trump, il est malade. Il se ment. Et sans gêne, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Il n'a pas de dignité. Il n'a pas honte. Donald Trump, permettez-moi, Donald Trump, un jour il vient et dit, on a tout détruit. Il n'y a plus rien en Iran. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Tout a été détruit. L'Iran n'existe plus. Mais on découvre quoi? Permettez-moi, comme j'ai changé, je vais venir ici, j'ai changé un peu, j'ai pas eu le temps de recalibrer. Alors, en Iran, attendez, hein. Alors, je vous en prie, l'Iran a, qu'est-ce que l'Iran a fait? D'abord, un Trump, après avoir menacé 48 heures, il est revenu, il dit, il donne 5 jours. 5 jours là, ça c'était le lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 5 jours. Maintenant, il dit plus aujourd'hui. Il dit, je crois, le 5 avril ou le 2 avril, je sais plus entre les deux, il a dit quelque chose d'autre. Il faut ouvrir le détroit. Mais attention, l'Iran dit, le détroit n'est pas fermé. Nous disons que les ennemis de l'Iran ne passeront plus par notre détroit. Et tous ceux qui doivent passer par le détroit désormais, ce que nous exigeons, si c'est en yuan, vous passez. Si c'est en dollars, vous ne passez pas. Et puis c'est pas faux. Les bateaux chinois passent. Je répète, les bateaux chinois passent. Mais seulement les bateaux israéliens, américains ne passent pas. Donc ils ont bloqué le port par rapport à un certain nombre de pays. Alors, maintenant, il y a ces temps-ci, vous avez constaté, surtout ces dernières heures, l'Iran a commencé à abattre les avions américains et israéliens. D'abord, je vais m'arrêter un peu. Au Liban, vous vous rappelez le pont que je vous ai montré la dernière fois qu'on était en direct, le pont de Liban. Ce qui s'est passé, en 24 heures, le Hezbollah libanais a détruit. Il y a un char qui fait la fierté d'Israël. Le char à lui seul, je crois, il fait 18 tonnes, je crois. 18 tonnes, je crois, oui, c'est ce qu'ils ont dit, ouais. 18 tonnes ou 19 tonnes, je sais pas, quelque chose comme ça. Et le char, c'est le char qu'ils utilisent pour occuper les territoires au Liban. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un système. Israël utilisait lui-même un missile contre les Libanais du Hezbollah. Ils ont récupéré un missile. Ils ont remonté le missile à l'Iran, qui a fait remonter le missile. Je ne sais pas si c'est en Russie ou en Chine, mais le missile a été modifié. Et le missile est revenu.
Donc, c'est le même missile israélien qu'ils utilisent contre les chars israéliens. Et en 24 heures, ils ont détruit 21 chars. Et chaque char, si je m'abuse, c'est dans une histoire de 30 millions de dollars, je crois. 30 millions de dollars, si je ne m'abuse. Ils en ont détruit. Ce n'est pas tout. Je vous disais la dernière fois que le nombre de drones américains et israéliens, je crois, les drones en font 30 millions, je crois. Je vois que les drones, je vous avais dit à peu près 12, je crois. Maintenant, le chiffre, c'est 31 drones. 31 drones ont été abattus. Il y a même un drone qui a été récupéré pratiquement intact. Voilà, 31 drones. Les deux communes, Israël et puis États-Unis, 31 drones. Alors, ce sont les questions que les gens posent à Donald Trump et ça l'énerve. On dit, mais tu dis que l'Iran n'a plus de système de défense. Il y a 31 drones qui ont été abattus avec image à l'appui. Non, c'est pas Shah Abraham, c'est un nom juif, c'est pas Shah Abraham. Souvent, c'est pas ça, c'est un nom bizarre. C'est parce que j'ai pas envie de le fatiguer, sinon j'allais vous présenter ça, j'allais vous présenter les chars tout de suite là. Le char, il faut, après tu rentres dans le truc, là, tu mets le char israélien, c'est un nom. Mais je crois que c'est la fierté d'Israël, hein. C'est Israël même qui a conçu le char, quoi, en fait. Ça vient pas d'ailleurs, c'est une fabrication israélienne. Voilà, c'est le nom qui est la Merkava. Merci beaucoup, Merkava. Voilà, le nom, c'est pas Abraham, c'est Merkava. Merci beaucoup, les gars. Alors, donc, on pose la question à Trump à 3 reprises, avec ce que j'ai vu, mais sinon plus que ça. La première, c'était dans le bureau ovale. La deuxième, c'était dans une réunion. Et puis la troisième, il s'adressait à l'OTAN. La même question, elle est venue en 3 reprises. On dit, mais tu dis que l'Iran n'a rien. Mais comment l'Iran arrive à abattre au moins jusqu'à 30 drones qui font 30 millions chacun, c'est beaucoup. Il dit fake news. On dit, mais les images sont là. Bon, vous le connaissez, il n'aime pas la contradiction. Et maintenant, en plus de ça, il y a F-16, F-18, F-35. Bon, je ne sais pas si effectivement ils ont été, en tout cas du côté d'Israël, il y a eu des avions abattus. Il y a même un pilote, je crois, 2 ou 3 pilotes, pardon, israéliens qui ont été arrêtés. Ils ont pu s'éjecter de leur avion. On dirait qu'ils ont mis la main sur, on les a arrêtés. Bon. Maintenant, au niveau de Dubaï, au niveau, bon, plus Dubaï, hein, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, les bases militaires américaines ne sont plus opérationnelles dans ces pays-là. Pourquoi? La technique, en fait, c'était ça même le but de mon direct avant que les idiots la viennent m'énerver ici. Comment l'Iran impose sa domination? L'Iran a planifié cette guerre d'une façon inimaginable et spectaculaire. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est des choses qui seront enseignées dans les universités, dans les écoles de guerre. Qu'est-ce que l'Iran a fait? Je crois que l'Iran, avec les stratèges chinois surtout, et russes, ils ont dit à l'Iran, si c'est une guerre conventionnelle, tu ne pourras jamais combattre l'Amérique, c'est pas possible. Tu veux une guerre conventionnelle face aux États-Unis, tu ne gagneras jamais. Et si on vient prendre position d'une certaine manière, on risque de déclencher la 3e guerre mondiale. Donc, notre apport sera des soutiens logistiques et puis des informations, satellites, tout ce que tu as besoin. Et puis les armes dont tu veux, les avions, les missiles, tout ça on peut fournir. Mais il faut qu'on réfléchisse sur la manière pour que tu arrives à humilier. Parce que les gens pensent que cette guerre, c'est une guerre
Iran-Israël. Souvent, je vous dis qu'il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est Dieu lui-même qui pousse la situation à se produire, parce que Dieu voit ce que nous vivons, et Dieu sait quelle prière on fait, et Dieu sait où on veut aller. Donc souvent, quand ces genres de situations se présentent à nous, on ne les voit pas très souvent comme étant, au lieu de les voir comme étant des difficultés, on dit attention, ça doit me servir de tremplin pour aller de l'avant. Il faut que j'arrive à évoluer. Ça ne doit pas m'arrêter. Mais nous, Africains, c'est ça qui nous tue. Quand on va difficulté, tout de suite, on est bloqué. On s'énerve. Comme le gars qui me dit de lui donner, de lui dire comment il va. Je te donne l'information, il va encore que je marie femme pour lui donner, et puis je le déshabille. Merci la femme. Tu as vu ça où? Alors, donc, les Russes et les Chinois disent à l'Iran, trouvons une stratégie. Si vous voulez une stratégie, la Russie est là, c'est vrai, mais les meilleurs stratèges du monde, c'est les Chinois. Ils sont discrets, ils ne parlent pas, mais ils sont très dangereux. Donc, je vous invite à regarder beaucoup les films chinois. C'est pas non, non. Les films d'espionnage, comment ils raisonnent, comment ils font. Bon, la plupart du temps, ce sont des films en anglais que moi je regarde. Bon, les versions françaises, là, j'en vois rarement, donc je ne me fatigue pas là-bas. Mais il y a des versions françaises. Allez-y, et puis regardez comment ça évolue, je vous en prie. Vous commencez à regarder les films chinois, là, vous n'allez plus regarder avant. Parce que ça va vous amener à un autre niveau, surtout au niveau de la politique, ça vous aide. L'espionnage, la compréhension. Les Chinois sont très dangereux dedans. Alors, ils disent, mais comment l'Iran dit, bon d'accord, vous savez que l'Amérique, je n'ai pas les moyens de l'Amérique. Les Chinois disent, tu peux gagner. Les Iraniens disent, moi je ne comprends pas. La Chine dit à l'Iran, va te renseigner sur notre histoire. Et tu comprendras pourquoi. Ils ont pris du temps, cette négociation n'est pas venue comme ça. Non. Les Chinois, s'ils veulent t'aider, ils veulent d'abord que tu aies ça. Ils vont t'informer de qui ils sont. Et c'est ce qu'ils ont fait à l'Iran. L'Iran, il y a eu des négociations, et l'Iran a commencé à s'informer, a compris que la Chine a gagné des combats énormes. Et il y a eu des pertes en vies humaines énormes, mais la Chine a gagné par la stratégie. Alors, quelle est cette stratégie? Les bases américaines, c'est la puissance militaire américaine dans le monde. Et la puissance militaire américaine dans le monde est basée uniquement au Moyen-Orient. Écoutez, je vous en prie, ce que je vous donne ici, je ne dirais pas c'est un coup, un coup d'amphi, mais prenez bonne note. Donc, les grandes guerres ne se gagnent pas par les nombres, même si les nombres jouent. Mais la stratégie, quel genre de stratégie? Frapper là où ça fait mal. Frapper et paralyser. Frapper comment et paralyser comment? Oui, ça va, Ahmed, je vais bien. La Chine dit, regarde au Moyen-Orient. Les Américains ont des bases au Moyen-Orient. Mais je ne peux pas arriver, ils ont les radars partout. Non, faut attendre, je n'ai pas fini de parler. Ils ont des bases au Moyen-Orient. C'est leur force et c'est leur faiblesse en même temps. Mais là, tu dis, mais attends, je comprends pas. C'est leur force et leur faiblesse, ça veut dire quoi? C'est leur force parce que c'est à partir de là qu'ils se projettent. Mais c'est leur faiblesse parce qu'ils sont à découvert. L'Iran commence à réfléchir. Donc l'Iran commence à préparer des missiles de longue portée. Et l'Iran nie, c'est ça qui tue Israël aujourd'hui. Israël dit l'Iran a menti. Et c'est ça même le ministre de la guerre de Trump. Il dit l'Iran a menti. L'Iran a menti. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de missiles. Et il n'y a pas de missiles. Mais toi, tu prends ton porte-avions, tu viens les bombarder, non? Tu prends tes briques spirituelles, tu viens les bombarder, non? Donc ils ont fabriqué, ils ont des missiles. Ils se sont rendus compte que l'Iran peut avoir des missiles avec des portées très significatives. Donc, la Chine et la Russie donnent toutes les coordonnées géographiques, géosatellitaires à l'Iran. L'Iran rentre les coordonnées dans ses drones, dans ses missiles, et puis les largue au Moyen-Orient. Mais attention, ce n'est pas fait au hasard, ce n'est pas fait n'importe comment, non. Il faut frapper d'abord, la première des choses d'abord, il faut frapper, au début, il frappait les pistes.
Parce qu'ils se disent, les avions seront cachés, pour atteindre les avions, c'est un peu compliqué, donc il faut détruire les pistes de décollage et d'atterrissage. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et puis après, ils ont compris qu'il faut maintenant s'attaquer à l'eau, l'eau source de vie. Donc l'Iran décide de détruire toutes les structures de ce qu'on appelle les désalinisations. Ils n'ont pas l'eau là-bas, c'est l'eau de mer qui est traitée, qui devient l'eau potable. Je répète, c'est l'eau de mer qui est traitée par les machines pour en faire de l'eau potable, puisqu'ils n'ont pas l'eau chez eux. Donc il faut frapper la structure de traitement d'eau. Tout de suite, il n'y aura plus d'eau. S'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est. Et puis deuxièmement, il faut frapper les capacités énergétiques, c'est-à-dire les centrales énergétiques pour qu'il n'y ait plus d'électricité. Et troisièmement, il faut frapper les réserves de kérosène des avions. Quatrièmement, il faut paralyser les avions radars. Cinquièmement, il faut frapper les avions de ravitaillement. Sixièmement, il faut tenter si possible de détruire les avions de combat. Si on ne peut pas les atteindre au ciel, il faut les paralyser au sol. Voilà la stratégie que l'Iran a préparée avec la Russie et ça marche bien. Pourquoi? Parce que quand l'Iran a commencé à frapper les structures d'eau, parce que l'Iran ne frappe jamais un coup. L'Iran il envoie d'abord le premier, deuxième missile pour voir la portée. Et puis ensuite, il recalibré. Et l'Iran a vu, l'Iran a frappé une fois, il a atteint son objectif, il dit d'accord. Ça, je garde ça pour la prochaine frappe. Maintenant, l'Iran frappe les sources énergétiques, ça marche. L'Iran frappe, pour surtout comment on appelle ça, les avions d'abord radar, ça marche. Les avions de ravitaillement, ça marche, ça marche. Donc, rien n'est hors de portée de l'Iran. Tout est à la portée de l'Iran. Tout, sans exception. C'est pourquoi l'Iran, ayant toutes les cartes, et il y a des missiles que l'Iran n'a pas encore utilisés. Et l'Iran dit que cette guerre, nous l'avons préparée, même s'il faut 10 ans, on a suffisamment de missiles pour faire une guerre sur 10 ans. Alors, préparez-vous, quels genre de missiles ils ont pendant 10 ans. Alors, si vous frappez le Golfe, vous rendez toutes les bases militaires américaines inopérationnelles. Les structures ne peuvent pas marcher. On ne peut pas vivre parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de courant. Les avions qui sont chargés de récolter les informations ont peur de s'approcher des zones de combat parce qu'ils peuvent être victimes de frappes. Les avions de ravitaillement ne sont plus aussi sécurisés, deviennent des cibles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi Trump, il est paniqué, il dit n'importe quoi matin, midi, soir, il rentre par là, il sort par là, il dit des bêtises. Donc, donne-moi une seconde. Il y a un gars qui m'énerve là, je vais le sortir de mon direct. Donc, alors, l'Iran a mis tout ça en place parce que, et ça commence à marcher. Pourquoi? L'Iran maintenant a dit, c'est pas fini. Il y a un point que j'allais oublier. L'Iran a envoyé un message à toutes les monarchies du Golfe, à tous les propriétaires de complexes hôteliers. Si vous hébergez du personnel militaire américain, votre hôtel devient une cible prioritaire. Les gens pensaient que l'Iran s'amusait. L'Iran a commencé à frapper les hôtels avec les drones. Parce que larguer un missile, ça fera plus de dégâts. Taux de victimes collatérales. Donc l'Iran envoie juste, l'Iran connaît l'étage où se trouve mais c'est ça qui tue les gens. Ils disent, mais comment l'Iran sait que c'est cet hôtel-là, et puis c'est à tel niveau que sont les... Parce que le drone va exactement à l'étage qu'il faut, et puis le drone essaie de pénétrer, et puis crée l'incident en haut. Et les gens se posent la question, mais comment ils arrivent à voir? Parce que l'Iran travaille sur instruction de la Chine, apprendre à infiltrer le territoire ennemi. Et l'Iran a bien infiltré tous ces pays-là. Donc comment, en faisant ça, comment l'Iran peut perdre la guerre? Je ne suis pas encore arrivé à Israël. Donc, l'Iran, et puis ce qui est intéressant avec l'Iran n'agit jamais dans le vide. L'Iran intervient toujours, l'Iran prévient toujours, l'Iran avertit toujours, et l'Iran dit toujours ce qu'il va faire. Je vais frapper ici, aujourd'hui, et l'Iran frappe. C'est ça qui tue un peu les gens. Il dit, mais
l'Iran dit qu'il va faire et puis il fait. Alors pourquoi vous ne pouvez pas arrêter? Quand ils nous ont posé la question une deuxième fois, Trump, il s'est fâché. On dit, mais vous n'avez plus rien, vous ne pouvez pas arrêter l'Iran parce que... Et ils ont compris que l'Iran a fait la guerre de l'usure et continue de faire la guerre de l'usure, c'est-à-dire les amener à dilapider inutilement les ressources importantes sur des cibles fictives. Un drone de 10 000 $ qui n'en vaut même pas 5 000 $, tu envoies un missile d'1 million ou de 2 millions, 3 millions sur un drone de moins de 10 000 $. Et ils envoient 200, 300 drones. Tu as dépensé au moins, une seule journée, tu as dépensé au moins 500 millions de dollars. Sur même pas, eux n'ont même pas fait les 500 000 francs, les 500 000 $. Toi, tu dépenses déjà 500 millions alors qu'ils n'ont même pas dépensé 500 000 $. Et c'est là que Trump est très énervé, vous le savez, il est versatile, il est très émotif, il est très rancunier, il est très hautain, il est mal élevé, il est très jaloux, et puis il ment. Donc, quand c'est comme ça, parce que le mensonge de Trump, une parenthèse, le mensonge de Trump ne l'inscrivait pas dans la stratégie de la guerre. C'est hier que je suis tombé sur une information qui m'a laissé bouche ouverte. Et ils disent que les gens font les montages au niveau du Pentagone et envoient les vidéos à Trump pour lui dire voilà les résultats. Mais ces résultats contrastent avec la vérité et la réalité sur le terrain. Et sachant qui est Trump, donc on lui donne ce qu'il veut. On lui donne ce qu'il veut voir, on lui donne ce qu'il veut entendre. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Et ça, c'est les gens du Pentagone qui disent ça. Ils disent, ils font un petit montage de 2-3 minutes, ils envoient à Trump, et puis Trump lui dit. Et quand vous l'entendez parler, je vous ai dit une fois, une chose très importante en ce qui concerne la présidence des États-Unis d'Amérique. L'institution de la présidence des États-Unis est le symbole de la stabilité des marchés économiques mondiaux dans le monde. Je répète, l'institution, pas la personne, l'institution, l'incarnation de l'institution de la présidence. La présidence, merci beaucoup mon frère Abou, je répète, l'institution de la présidence des États-Unis est le symbole de la stabilité des marchés mondiaux. Alors, comme Trump est versatile, il est malade, il ment, il est complexé, il n'aime pas perdre. Au moins des vidéos, on lui donne, et c'est sur cette base qu'il tient le narratif. Et le narratif a pour objet de sécuriser, d'assurer les marchés. Mais ils se sont rendus compte que ce que Trump dit est en totale contradiction avec eux, les rapports qu'ils reçoivent. Parce que c'est vrai que les marchés écoutent le président. Mais eux aussi, ils ont leurs propres éléments. Quand tu as un président comme Xi Jinping, qui a ses propres informations, qui a un président comme Macron, même si on n'aime pas, il a ses propres sources d'informations. Tu as un président comme Poutine, qui a ses propres sources d'informations. Tu as la première ministre d'Italie, tu as le premier ministre Tamer, en Angleterre, le premier ministre canadien, australien. Mais ils ont tous leurs sources d'informations. Ils se rendent compte que, donc eux, à travers le ministre de l'économie et des finances, ils se rendent compte que Trump ne dit pas la vérité. Donc les marchés s'affolent. Quand Trump sort, il essaie de rassurer les marchés ne répondent pas. Mais les marchés restent quoi? Attentifs à ce que l'Iran va dire. Et quand l'Iran parle tout de suite, soit le marché s'affole, soit le marché se stabilise. Et c'est quelque chose que Trump ne veut plus et ne peut plus supporter. Ce qui fait qu'il veut lui-même dicter les termes de la fin. Il a présenté 15 points, l'Iran a dit ça c'est pour toi, c'est pas pour nous. Avec qui tu parles? Il dit non, vous savez, les gens avec qui je parle, ils ont tellement peur, ils ne veulent pas se montrer, s'ils se montrent, ils vont les tuer. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'un président normal doit dire ça? Quelqu'un qui parle au nom de son pays, qui veut la paix pour son pays, a peur qu'on sache qu'il négocie
sinon on va le tuer. Donc c'est quel deal tu vas signer avec quelqu'un qui a peur, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est quel deal ça trompe. Maintenant les Américains disent, mais président, quand tu dis ça là, c'est avec qui tu parles? Parce que si tu dis il a peur là, il a peur, et puis toi tu sais dire à quelqu'un qui a peur, est-ce qu'il peut appliquer? Parce que si tu sais dire avec lui et qu'il a peur, il ne peut pas se montrer. Comment il va appliquer ça? Comment le deal va marcher? Maintenant, il a eu honte, finalement, parce que c'était avec le royaume d'Oman qui était médiateur. Ils ont dit que Trump, il ment. Trump les a humiliés. Trump les a trompés. Donc, eux mettent leur bouche dedans. Maintenant, c'est le Pakistan et l'Égypte qui ont approché Trump pour lui dire, hey, où tu vas là, c'est pas bon. Donc, finalement, le Pakistan a proposé ses services de médiation. Et c'est le Pakistan qui a transmis aux Iraniens les 15 points pour que l'Iran capitule. Et l'Iran est sorti à la télévision d'État pour dire que ces 15 points, elle n'a même pas besoin de les lire, ne sont pas acceptables et ça ne s'applique pas. Il dit, c'est quand vous perdez la guerre que vous pouvez accepter ça. Nous sommes en train de gagner la guerre, pourquoi on va accepter? Et nous, on a 5 points. Les 5 points, on ne veut plus voir de base militaire au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz nous appartient exclusivement. Et vous allez payer tous les dégâts que vous avez causés. Et on ne veut plus jamais une guerre, on veut une garantie internationale pour protéger l'Iran. Voilà les 5 points. Alors, mais tout le monde sait qu'en disant aux Américains de ne plus être dans le Golfe, tout le monde sait que l'Amérique n'est Amérique que parce qu'elle est dans le Golfe. Mais l'Iran a posé des conditions. Il y a des endroits où c'est des conditions souples, il y a des endroits où c'est des conditions dures. Les durs, là, l'Iran fait exprès pour avoir une marge de manœuvre. Parce que quand vous allez dans une négociation, ce n'est pas fait pour que vous ayez raison à 100%. Donc, en disant, on ne veut plus voir les bases américaines dans le Moyen-Orient, l'Iran sait que ce sera un point d'achoppement. Mais l'Iran aura raison. Pourquoi? Parce que l'Iran dit en même temps aux pays du Golfe, vous gardez les États-Unis, vous devenez toujours une cible pour l'Iran. Et vous savez que nous sommes prêts à aller à la guerre jusqu'au dernier Iranien. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Maintenant, c'est les pays du Golfe qui, à leur tour, vont commencer à demander aux États-Unis, même si l'Amérique ne va pas quitter, réduire la présence américaine dans le Golfe. Et ça va arriver. Ils seront obligés de réduire leur présence. Parce que même si l'Iran ne l'avait pas dit, de vous à moi, vous êtes en Iran, vous êtes pardon dans le Golfe, et vous êtes une cible. L'Iran vous frappe, l'Iran vous frappe, l'Iran vous frappe, et l'Amérique ne peut rien faire. L'Iran vous frappe, l'Amérique ne peut rien faire, l'Amérique ne peut rien faire. Vous allez où? Mais vous êtes alliés. Vous êtes là parce que vous voulez m'aider, parce que je vous laisse mon territoire, en retour, vous me soutenez en cas d'agression. Mais les Américains n'ont rien fait depuis que cette guerre a commencé pour aider ces pays-là. Ces pays-là n'ont utilisé que leurs propres ressources, leur propre système de défense. Mais l'Amérique est tellement à court de trucs que l'Amérique a commencé à négocier et avec la Corée du Sud, avec le Japon, parce qu'ils n'ont plus, et Israël est en train de craquer. Donc, les systèmes les projectiles intercepteurs au niveau des pays du Golfe, c'est fini. Faut être. Donc, ils ont besoin d'aller parce que moi je vous ai dit, la production, ça prend du temps. Vous pouvez passer 1 milliard, la commande d'1 milliard aujourd'hui, mais c'est même pas sûr que vous ayez dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Parce que ils ont créé leur monde avec le mensonge. Donc, le mythe de la puissance militaire devrait dissuader tout le monde. Et c'est ce mythe que l'Iran a brisé. C'est pourquoi ils sont obligés d'utiliser ils n'ont jamais imaginé. Si vous voulez même, l'Amérique n'a jamais été défiée tel que l'Iran le fait, même pas pendant la Première Guerre mondiale, même pas pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont attaqué leur bateau, c'est vrai.
Mais l'Amérique n'a jamais été frappée tel que l'Amérique est frappée aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Personne ne pouvait imaginer qu'un État pouvait attaquer l'Amérique avec une telle force, une telle brutalité, une telle puissance dans le Moyen-Orient. Personne ne pouvait imaginer ça. Ça a été fait. L'Amérique a frappé. L'Amérique a été frappée. L'Iran a frappé. Et les pays du Golfe ont dit que, je suis tombé sur ça aujourd'hui, ça m'a laissé bouche bée. Ils disent, on ne peut pas réagir pour éviter. Mais on leur a dit, vous réagissez, c'est fini pour vous. Alors, un pays qui a déjà reçu plus de 50 000 bombes, mais qui arrive à lancer des missiles. Donc, même si vous vous fâchez là, vous allez lancer des missiles là pour aller où? Vous allez lancer sur quoi? Alors que vous avez encore des hôtels, vous avez encore des aéroports, vous avez encore des champs pétroliers, vous avez encore plein de belles choses que l'Iran n'a pas touchées. Donc, vous rentrez en guerre, l'Iran détruit tout. Qu'est-ce que l'Iran dit? L'Amérique de Détroit, nous, on ne veut pas. L'Amérique nous attaque, on rase complètement toutes les choses, toutes les structures énergétiques dans le Moyen-Orient. Et là, une dernière fois encore, je lance un appel au Niger parce qu'aujourd'hui, seul, dans l'AES, seul le Niger et Aliko Dangote peut nous aider en matière d'hydrocarbures. Ça ne viendra plus de là-bas. Ça ne viendra plus de là-bas. Faut pas se blaguer parce que les gens ont perdu leur capacité de production. Si je parle, vous allez dire que j'exagère. Mais attendons que la guerre finisse et puis ce qu'on dit en anglais aftermath. Et puis regardez après. Après la guerre, là, il y a des pays qui ont déjà dit, on n'est même pas prêt d'être opérationnel avant 2 ans, 3 ans. Parce que les installations qui ont été détruites coûtent de l'argent et la construction, c'est pas des petits trucs, c'est pas un tuyau, on va venir remplacer. Il y a des installations, il faut remplacer tout le système. Alors que ce sont des choses qui ont été faites sur mesure. C'est pas des choses qui sont là, qui existent là, et que vous allez trouver là. Donc, c'est des choses qui existent. Enfin, c'est des choses, excusez-moi, c'est des choses qui ne sont pas là, comme de façon standard. Non. C'est fait sur mesure. Donc, il faut les refaire. Il faut trouver le matériel. Il faut réactiver la chaîne de production. Ensuite, il faut venir les installer. Ensuite, il faut former les gens. Donc, 2 ans, 3 ans, ce ne sera pas. Donc, dans 2 ans, 3 ans, ce ne sera pas chaud. Alors, c'est là que j'interpelle encore le Niger. Voilà pourquoi je demande au Burkina et au Mali de mettre au minimum, il peut mettre 50 milliards rapidement. Et puis, permettre au Niger d'augmenter sa production. De sorte que nous, nos hydrocarbures ne viennent plus de là-bas. Mais à partir du Niger, nous, on a tout ce qu'on veut. Parce que très bientôt, la facture, le carnet de commande de Aliko d'un côté sera fermé, sera chargé. On ne pourra plus le retrouver là-bas. Dans 2 semaines, le carnet de commande d'Aliko d'un côté sera fermé au moins pour les 2 années à venir. C'est-à-dire que les commandes qu'il prend là, il ne peut plus prendre d'autres commandes. C'est une commande sur 2 ans. C'est pourquoi j'interpelle encore nos présidents de l'AES. On risque d'être surpris. Une fois, quelqu'un me dit, mais est-ce que le gouvernement, ici, là, excusez-moi, je n'insulte personne, est-ce que nos importateurs d'hydrocarbures, est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent pas? Ils peuvent pas. Parce que là, ce sont les États qui vont négocier. C'est pas 2, 3 gars là qui vont aller, avec quelle capacité ils vont aller négocier. Et puis, d'ailleurs, c'est au Mali, j'ai vu que on voit les gens sur notre bloc. C'est pas les privés, c'est l'État qui va négocier ça. C'est au Mali, que j'ai vu. Et Dieu merci qu'Assimi soit arrivé, il faut qu'on mette un terme à ça. C'est le gouvernement qui négocie ça. C'est pas les exports. Non, c'est pas eux. Alors, pourquoi il y a cette guerre? Pourquoi l'Amérique a attaqué l'Irak? À cause du pétrole? Mais c'est le gouvernement américain qui va péter. Non, il a fait pourquoi? Pour la consommation des Américains. Il a fait pourquoi? Pour les entreprises américaines. Mais c'est ça la réalité. Ils ont attaqué l'Iran là, c'est quoi? On a attaqué la Libye là, c'est quoi? Vous croyez que ce sont nos producteurs, 2, 3 là, qui peuvent aller négocier devant Aliko d'un côté? Est-ce qu'Aliko même aura le temps pour les écouter? Il va aller, dites à votre président, ça, le président Goïta, moi je parle. Parce que c'est le président qui peut dire à Aliko, moi j'ai besoin de 200 000 tonnes. C'est pas eux. Tu allais prendre 5 000 tonnes, 10 000 tonnes, là, est-ce qu'Aliko d'un côté va t'écouter? Il n'a pas le temps pour ça. Lui parle de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 tonnes.
Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui allait dire, moi, je vais prendre 10 000 tonnes, ou 100 000 tonnes? Il n'y en a pas. On a qu'à être se blaguer, il n'y en a pas. Hein? Il est temps que le gouvernement malien intervienne dans la distribution d'hydrocarbures. Il est temps que l'État du Mali intervienne et que du côté du Niger, qu'on commence déjà à, et que le carnet de commande du Niger aussi soit bouclé déjà pour les 3 pays de l'AES. Parce qu'on aura de sérieux problèmes de carburant. Faut pas se blaguer. Ça va arriver. Ça va arriver. Parce que cette guerre-là, ce ne sera pas fait selon la volonté de Trump. Ce sera fait selon la volonté. Alors, ils ont demandé que j'ai jamais fallu oublier ça. On a vu Marco Rubio qui a rencontré les pays du G7, les 7 grandes puissances économiques, pour aller les rassurer, puisque le président Trump n'arrive plus à rassurer les marchés. Donc, il envoie Marco Rubio. Mais ce qui est malheureux, qui négocie? C'est Marco Rubio qui devait être en train de négocier avec les Iraniens. Mais pourquoi c'est son beau-fils qui négocie? Vous voyez comment Trump gère un peu le pays à la façon Ouattara, là. C'est un peu ça. Et c'est mélangé, il ne peut plus s'en sortir. Donc, ils disent au pays du G7, la guerre va continuer dans 2 semaines, 4 semaines maximum, c'est-à-dire dans encore 1 mois. Mais l'Iran vous dit, moi je suis prêt à faire cette guerre-là sur 10 ans. J'en ai les capacités, je me suis préparé. Et vous dites, dans 4 semaines. Mais 4 semaines là, vous allez faire quoi? Ou bien vous allez lancer une bombe atomique. Mais vous lancez une bombe atomique là. Priez Dieu que la bombe que vous allez lancer sur l'Iran détruise complètement l'Iran jusqu'au sous-sol, tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que personne au monde ne reste en vie en Iran. Parce que même s'il y a un seul Iranien avec une seule main, il y a un bouton, quand il va appuyer, Israël va disparaître de la carte. Les gens, ils parlent, mais je ne sais pas si se rendent compte de la gravité. C'est facile, vous voyez Marco toujours sapé avec son costume bien. Mais il faut aller regarder ce que les Israéliens vivent à Tel Aviv. L'Iran est capable, avec 2, maximum 5 bombes, de raser complètement Tel Aviv. Je dis bien de raser complètement Tel Aviv. Il y a des images qu'on n'a pas envie de montrer ici, c'est pas joli. Mais ce que je peux dire, en ce qui me concerne, je prie que nos pays commencent à s'orienter, nos présidents commencent déjà à négocier avec le Niger pour s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant en ce qui me concerne au sein de l'AES, parce que cette guerre-là ne finira pas demain. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que vous devez retenir, malgré tout ce que les Américains m'ont dit, l'Iran a les moyens et les capacités de faire sa guerre. Et l'Iran n'a même pas encore touché. Alors, quand l'Iran dit, ce sont des anciens missiles que j'utilise, je n'ai même pas encore commencé la guerre, l'Iran dit, je n'ai même pas encore touché les 1/10 de ma capacité. Les gens pensent que l'Iran bluffe. Mais après, quand il sort un missile et puis frappe, les gens disent, mais on ne comprend pas, ça vient d'où là? Aujourd'hui, Tel Aviv, ça fait mal, c'est des êtres humains, mais Tel Aviv aujourd'hui, personne ne pouvait imaginer que la capitale israélienne serait l'exemple photocopie de ce que Israël a fait au Liban et en Palestine. Allez regarder Tel Aviv. Tout a été détruit. Tout a été rasé. Le ministère de la Défense israélienne a dit que l'armée ne peut plus soutenir le rythme de bombardement de l'Iran. Il a dit ça, je crois, il y a 1 ou 2 jours. Et le Hezbollah a commencé à trouver sa voie à travers les frappes coordonnées avec l'Iran. Les Houthis du Yémen sont rentrés dans la danse. Ils ont lancé leur premier missile aujourd'hui en Israël. Est-ce que cette guerre, est-ce que ça en valait la peine? Pour ne pas aller en prison parce qu'il a volé avec son fils, avec sa femme, pour ne pas aller en prison, il provoque une guerre. Pour rester indéfiniment Premier ministre, il provoque une guerre. Et Trump, parce qu'il a violé des petites filles, les vidéos existent, les photos existent, les preuves sont là. Ils ont demandé que la totalité de tous les dossiers qui ont été récoltés par le FBI sur
de M. Epstein, le procureur fédéral l'a nommé de Trump n'a libéré que 3 millions. Donc, elle a gardé 3 autres millions. Mais les 3 autres millions qu'elle a gardés, là, c'est pourquoi? Ben, vous avez vu que les hackers de l'Iran, les jeunes hackers iraniens ont hacké le directeur du FBI aux États-Unis. Et puis, ils ont fait sortir ces vieilles photos. Mais ça fait honte, c'est humiliant. Les jeunes hackers de l'Iran ont piraté son compte. Quelque chose cache pas tel, ouais, cache pas tel. Ils ont piraté son compte. Et puis, ils ont versé ses photos sur Internet. Au moins, il se droguait, au moins, il fumait n'importe quoi, au moins, il faisait n'importe quoi avec les gens. Ces photos qu'il a conservées, là, ils ont tout versé sur Internet. Les jeunes hackers iraniens. Cette guerre, nous la condamnons, ça c'est une certitude. Mais cette guerre doit réveiller tous les Africains. Si l'Iran peut résister à la première puissance soi-disant mondiale, nous ne sommes plus obligés de suivre l'Europe. C'est pourquoi l'Union européenne s'est crue dans le droit pendant cette guerre de vouloir nous précipiter avec Bazoum. Mais le message que j'envoie à l'Union européenne, vous êtes tellement bêtes, et puis ce qui me fait mal, regardez, voilà des gens, c'est ceux-là que nous regardons. C'est ceux-là dont nous enseignons les manuels scolaires dans nos écoles. Regardez comment ils sont bêtes, regardez comment ils sont idiots. Et c'est ceux-là, nous étudions leur civilisation pour en faire une référence. Hey, subhanallah, que Dieu n'a qu'à nous aider. Alors, l'Iran est un exemple pour tous les pays d'Afrique. L'Iran a démontré qu'un pays, quand tu crois à tes valeurs, tu crois à tes enfants, tu crois en toi, tu ne plais pas, tu ne fléchis pas, tu restes debout, tu te bats, tu tombes, tu te relèves, car ce qui ne va pas te tuer va te rendre plus fort. Que l'Iran aspire et inspire le président. Le système de succession institutionnelle en Iran m'a laissé perplexe. Depuis que je suis né, depuis que je fais la politique, je n'ai jamais vu une telle stabilité de toute ma vie. Il n'y a même pas de contestation. Je n'ai jamais vu une telle stabilité. Et l'Iran fait la fierté de nous qui avons encore ce problème. Regardez comment l'Iran a mis en place son propre système de démocratie. C'est pourquoi je dis, on n'a pas besoin d'eux. C'est pourquoi je répète encore au président Goïta, pardon, affaire des 5 ans, monsieur le président, est-ce que vous pouvez enlever ça dans la constitution de l'État du Mali? Élection, président 5 ans, pardon, monsieur le président, il faut enlever ça. C'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est le blanc encore. Mais regardez le système iranien. C'est un système unique. Et c'est ça qui fait mal à ces gens-là. Ils disent que c'est pas ça la démocratie. Mais il a fallu que vous êtes idiots, qui vous a dit que les bêtises que vous faites là, les prostituées que vous faites là, si vous étiez des hommes honnêtes là, pourquoi Trump tu caches les autres 3 millions de trucs? Einstein a montré que le monde est pourri. Le monsieur, il est mort, c'est bien. Il a fait quelque chose que nous condamnons tous. Mais au moins, il nous a appris une chose. Tous ceux qui sont devant nous, c'est des mauvais. C'est des menteurs, c'est des vicieux. Au moins, on a appris ça de ce monsieur-là. Au moins, on a appris ça de lui. Ils sont tous des pervers, des menteurs et des corrompus. Donc, vous voyez, l'Iran a regardé la démocratie occidentale et l'Iran a façonné son propre modèle de démocratie avec un guide spirituel. Et ça fait de l'Iran un État stable, politiquement et sur le plan institutionnel. Et d'ailleurs, c'est ce qui provoque la jalousie des gens. Parce que tu ne peux pas manipuler l'Iran de l'intérieur. Alors, nous, on fait la photocopie des autres, là, on prend et puis on plaque dans nos constitutions, on dit qu'on est dans un retour constitutionnel. À cause de Dieu, monsieur, Allah, ça va nous pardonner, on n'est pas pressé. Enlevez tout ce qui est coloris de blanc, là. Enlevons, et puis, regardons l'Iran. Dans cette guerre-là, l'Iran a montré au monde que la stabilité institutionnelle en Iran est incontestable. Pendant que les gens se disent, il y a la guerre, on ne peut pas faire élection. L'Iran dit, même s'il y a la guerre, celui qui tombe, on le relève. S'il ne peut pas se relever, quelqu'un prend sa place et puis on continue. Et ça,
c'est quelque chose qui me laisse perplexe, c'est quelque chose qui me laisse ébahi. Cette stabilité. Chacun joue son rôle. C'est ce qu'on appelle de véritables institutions. Au sein de l'AES, je voudrais qu'on réfléchisse bien sur le modèle de démocratie qu'on veut. Parce que ce qu'on a choisi Mali, là, c'est pas ça encore. Il faut, Monsieur le Président, demande encore aux gens de revoir la Constitution. À faire des 5 ans là-bas, c'est pas bon. C'est pas pour le Mali. Ça, c'est pour le petit blanc. Dieu merci, le Burkina, le Niger n'ont pas encore fait. Ils prennent le temps pour regarder, pour observer. L'Iran est un exemple de démocratie, si on doit parler de démocratie. L'Iran est un exemple de stabilité. Parce que malgré la guerre, il y a la stabilité des institutions. Et l'Iran continue de mener cette guerre. Et l'Iran ne perdra pas cette guerre parce que l'Iran a toutes les cartes. L'Iran peut balayer toutes les bases américaines du Moyen-Orient. Et Trump est l'idiot président que les Américains attendent au tournant. Il a fait perdre aux Américains des milliards dont vous n'avez aucune idée. Il y avait un seul radar, je crois, parce que c'est au Koweït. Le radar, lui seul, faisait 3 milliards de dollars. Un seul radar. Un petit drone de moins de 5 000 dollars a détruit un radar de 3 milliards de dollars au Koweït. Donc vous voyez, cette réalité-là, c'est l'Iran. C'est pourquoi je demande à l'Afrique de bien regarder l'Iran. Non pas la guerre, mais au-delà de la guerre, regardez comment l'Iran fonctionne. Et moi, je dis, après cette guerre, on doit envoyer des gens en Iran pour apprendre aux côtés des Iraniens. Parce que l'Iran est le seul pays au monde. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bombardés. Mais vous pensez que c'est combien de personnes? Celle qui se proclame la première puissance militaire au monde, avec son acolyte, le criminel Israël, c'est les deux qui sont tombés chez l'Iran. Donc c'est sûr qu'il y aura des dégâts. Mais est-ce que vous pensez que l'Amérique n'aura pas de dégâts? Vous êtes pressés. Les dégâts vont commencer en Amérique. Les Américains vont se révolter. Je disais comme ça à quelqu'un que il y a de fortes probabilités qu'un Américain se lève un matin et dit j'en ai marre et puis il va tuer Trump. Ça va arriver. Et le FBI a peur de ça. C'est pourquoi tout le monde est sur écoute. Parce que les Américains, c'est facile pour eux. Elle va se lever tout de suite là et puis va tirer sur Trump. Ça peut arriver. Est-ce qu'on n'a pas vu George Bush quand il parlait, quelqu'un avait sa chaussure pour jeter sur lui? En pleine conférence de presse, on n'a pas vu ça. Mais ça peut se faire avec Trump. Les gens peuvent le tuer. Pas que ça n'a rien à voir avec l'Iran, mais lui-même, les Américains vont se lever contre lui. Aujourd'hui, nous devons remercier Dieu, l'Iran est un exemple. Parce que l'Iran n'est pas détruit, le pays est en train d'être détruit. Mais qui construit le pays, ce sont les hommes. Peu importe les briques qui tombent, peu importe les immeubles qui tombent, les mêmes immeubles seront relevés demain pour être encore plus beaux, plus résistants et plus efficaces que jamais. Mais ce qui ne doit pas tomber, c'est le peuple iranien, c'est la nation iranienne. La nation iranienne, c'est pas un bâtiment. Contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, la nation iranienne, c'est pas un bâtiment. La nation iranienne, c'est pas un être humain. La nation iranienne, c'est une civilisation. C'est un ensemble de peuples, c'est un ensemble de croyances. Et cette nation iranienne, elle a foi en elle et elle a foi à l'avenir. Les bâtiments peuvent tomber, les ministres peuvent tomber, les guides peuvent tomber, mais la nation doit demeurer debout. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre au plus profond de nous-mêmes. C'est pourquoi nous, en même temps que nous disons à l'Afrique tout entière et surtout à l'AES, mais nous invitons surtout la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Récupérez votre pays. Reprenez votre pays entre les mains des imposteurs que vous avez en Côte d'Ivoire. Reprenez votre pays, la Côte d'Ivoire, parce que ceux qui sont à la tête de votre pays, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce ne sont pas des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Sinon, on ne va pas avoir de telles bêtises là, de tels mensonges. Récupérez votre nation et devenez plus fort qu'avant. Avec ceux-là, c'est pas ça. Je vous remercie à toutes et à tous. On garde le contact, Inch'Allah. N'oubliez pas ceux qui sont intéressés par rapport à nos différents produits, nous l'avons dit, que ce soit la drépanocytose, les hémorroïdes internes ou externes, le VIH-Sida, le cancer, tous les types de cancer, cancer métastasé,
tous les différents types de diabète, type 1, type 2. On fera le maximum pour vous accompagner, on fera le maximum pour vous, n'est-ce pas, proposer. Si on peut vous aider, on vous dira qu'on peut vous accompagner avec vos besoins que vous avez exprimés. D'accord? Les femmes, évidemment, vous pouvez avoir les ménopauses précoces, perte blanche, sécheresse, trompe bouchée, tout est compliqué, ovulation compliquée, donc on peut, par la grâce de Dieu. On n'est pas Dieu, on n'est pas charlatan, on n'est pas marabout, on traite à partir des plantes. Si on peut vous aider, on vous dira on peut vous aider. Si on peut pas vous aider, on vous dira qu'on peut pas vous aider. D'accord? Le numéro, c'est le même numéro, c'est un seul numéro, c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88. Ceux qui ont déjà envoyé un message, ça fait 2-3 jours, j'ai pas répondu, s'il vous plaît. Du fait que j'ai changé mon téléphone, donc il y a des données que j'ai perdues, il y a des messages auxquels j'ai pas répondu. Donc vous me réexpédiez les messages pour que je puisse vous répondre. Ceux qui ont déjà reçu le produit, qui n'ont pas encore eu la posologie, vous m'envoyez les images de chaque produit recto verso parce que la posologie n'accompagne pas les produits pour éviter que les produits soient détournés en cours de route. Merci infiniment. Oui, le produit est bon et efficace, on en parle. Donc, c'est fait exprès. La posologie n'accompagne jamais mes produits. Sinon, il y a longtemps, j'allais faire mes boutiques parce que les gens vont pirater tes produits là-dedans. Voilà, ça n'accompagne jamais. Bon, la belle ivoirienne, comme je l'ai dit, il y a la belle ivoirienne préventive, nettoyer le sang, purifier le sang, restaurer le système immunitaire de défense, et puis à la belle ivoirienne curative en fonction des besoins. Belle ivoirienne pour le cancer, pour le diabète, pour l'hypertension, la drépanocytose, les hémorroïdes, l'insuffisance rénale, l'insuffisance ou le dysfonctionnement érectile, l'hypertrophie ou le cancer de la prostate. Donc la belle ivoirienne, c'est le nom, n'est-ce pas? Il y en a deux types, préventifs et curatifs en fonction des besoins. D'accord? Donc, je reste à l'écoute. Si vous êtes intéressé, évidemment, c'est un numéro WhatsApp. Vous nous laissez le message, on fera le désir, le maximum pour vous répondre. Merci infiniment à toutes et à tous.